Monsieur le Président, la semaine dernière, le Canada a perdu la seule souveraine que la majorité d'entre nous ait connue. C'est important de prendre ces moments ici au Parlement et à travers le pays pour reconnaître le service et le leadership qu'elle nous a offert. Lorsqu'une personne vit jusqu'à 96 ans, ça n'aurait pas dû être une surprise et pourtant, son absence soudaine nous a tous frappés de manière palpable et profonde. Sa Majesté était partout, sur des pièces de monnaie. Son portrait était accroché au Parlement, dans des bureaux de poste aussi. Son discours de Noël télévisé, un rituel dans les foyers d'un bout à l'autre du pays. La reine représentait tant de choses pour nous. Elle dégageait une humilité et une compassion qui apportaient du réconfort à tous. J'ai eu la très grande chance de connaître Sa Majesté tout au long de ma vie. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 1977, alors que je n'étais qu'un petit garçon. Lorsque je l'ai rencontrée en tant que Premier ministre, presque 40 ans plus tard, en 2015, j'ai plaisanté et je lui ai dit que la dernière fois que nous nous étions rencontrés, elle était plus grande que moi. Elle a répondu par une petite boutade, disant que je la faisais se sentir vieille. Son sens de l'humour, c'était une de ses très nombreuses grandes qualités, une des nombreuses raisons pour lesquelles c'était une de mes personnes préférées au monde. Elle a assumé pleinement son rôle de reine du Canada, notre reine, notre chef d'État. Ses conversations avec moi étaient toujours très franches. On parlait de tout et de rien. Elle me donnait ses meilleurs conseils sur une foule de sujets. C'était toujours quelqu'un de curieux, d'engagé, de réfléchi. Les Canadiens peuvent lui être éternellement reconnaissants pour ses conseils. D'une certaine façon, tout le monde la connaissait. Les Canadiens ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille, un membre de la famille qui a grandi à nos côtés. En fait, elle n'avait que 9 ans lorsqu'elle a accompli ce qui était peut-être sa première tâche officielle au nom du Canada, c'est-à-dire figurer sur un timbre-poste. Ça, c'était en 1935. Sa Majesté était avec nous pour les anniversaires importants, comme en 1967, lorsqu'elle a coupé le gâteau du centenaire du Canada sur la colline du Parlement. Notre pays a atteint sa maturité sous son règne. C'est Sa Majesté qui a proclamé et signé la loi constitutionnelle de 1982 et notre Charte des droits et libertés. Ces piliers de notre démocratie aident à maintenir la stabilité de notre pays et à nous garder libres. Sa Majesté se sentait chez elle au Canada. Elle est venue au Canada plus souvent que dans n'importe quel autre pays. Dans ses mots à elle, il y a quelques années, que ce soit en assistant à une course de chariot au Stampede de Calgary ou devant les prouesses athlétiques des Jeux olympiques de Montréal, que ce soit en écoutant une chanson inuite de bienvenue au Nunavut ou le son de la cornemuse en Nouvelle-Écosse, je me suis toujours senti non seulement la bienvenue, mais aussi chez moi, au Canada. La reine avait une appréciation profonde de notre culture. En 1964, elle avait dit qu'elle était heureuse de savoir qu'il existait dans notre Commonwealth un endroit où on s'attendait d'elle de s'exprimer officiellement en français. C'est une langue qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs et qu'elle parlait de manière impeccable. Mr. Speaker. Monsieur le Président, on a utilisé bien des mots pour décrire les qualités qui marquent l'héritage de Sa Majesté. Les mots comme le devoir, le service, le dévouement ou la dévotion et la stabilité. Chacun de ces mots représente un aspect légèrement différent de ce qu'elle nous a donné. Si on pense au mot « devoir », eh bien, on réfléchit à la façon dont la reine a incarné la couronne par-dessus tout, au fait que son dernier acte public était un acte constitutionnel puisqu'elle a invité la nouvelle première ministre du Royaume-Uni à former son gouvernement. Et sa dernière déclaration publique
était une déclaration où elle offrait ses condoléances aux survivants et aux proches des victimes en Saskatchewan. Si on pense au mot service, eh bien, on se rappelle comment en 1945, en tant que princesse, la princesse Élisabeth, elle a endossé l'uniforme et s'est jointe aux efforts des Alliés, y compris à ceux de plus d'1 million de Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. À son dévouement, on se souvient des images et des histoires de Sa Majesté en tant qu'épouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. On pense à sa famille dévouée qui est en deuil avec beaucoup de grâce et d'amour pour elle. Et surtout, lorsqu'on pense à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, on pense à la stabilité qu'elle nous a apportée. Son règne de 70 ans est inégalé. En juin dernier, on a célébré le tout premier jubilé de platine d'une souveraine canadienne. Durant son règne, le Canada a connu une paix et une prospérité extraordinaires. Comme l'a dit le Premier ministre Louis Saint-Laurent lorsqu'il s'est adressé à cette Chambre après la mort du roi George, son père, en 1952, je cite, « Nous avons, dans nos nations du Commonwealth, un système de gouvernement aussi libre que n'importe quel autre sur Terre. » Monsieur le Président, aujourd'hui, le monde est dans une place difficile. Nous ressentons tous les effets de la pandémie mondiale, la guerre brutale et injustifiable de Poutine qui menace la stabilité planétaire. Dans le monde entier, les institutions démocratiques sont mises à mal. Mais les Canadiens peuvent être à juste titre fiers de vivre dans une des démocraties les plus fortes de ce monde. Nos institutions sont saines, nos débats sont robustes et nous avons une stabilité enviable et une certaine résilience malgré ou peut-être grâce à la grande diversité de croyances, d'antécédents et de perspectives des Canadiens. C'est cette même force et cette stabilité représentée par la couronne et incarnée par la reine dont les Canadiens ont toujours joui. Et nous, ici, en tant que parlementaires et en tant que Canadiens, nous nous dévouons au quotidien pour défendre ces principes démocratiques. Nous tous qui siégeons ici à la Chambre avons choisi de servir nos communautés et notre pays. Nous le faisons aussi sachant que nos défis modernes sont limités dans le temps. Mais pour Sa Majesté, le service public était toute sa vie, jusqu'à la toute fin. En fait, elle avait un engagement indéfectible. Elle voulait bâtir un meilleur monde, un meilleur avenir. Nous tous ici savons que le service nécessite des sacrifices. Et la reine a fait cela avec grâce. Son dévouement, son engagement sont un modèle qui nous rappelle le poids et l'importance du quotidien lorsque nous siégeons ici. Ça nous inspire aussi pour l'avenir. Dans notre monarchie institutionnelle, les fonctions de la couronne au sein du gouvernement, c'est d'être la base de notre constitution et cela transcende les débats politiques quotidiens. Notre nouveau roi, le roi Charles III, a fait preuve de son engagement avec sa dernière tournée plus récente, pendant laquelle il s'est concentré sur le travail générationnel nécessaire pour atteindre la réconciliation et lutter contre les changements climatiques. La stabilité de nos institutions démocratiques donne aux Canadiens une certaine assurance et une paix d'esprit pour que nous puissions tous nous concentrer sur les enjeux les plus importants, comme nous occuper d'autrui, de notre économie, de nos collectivités et de notre planète. Monsieur le Président, avant de terminer, je tiens à présenter au nom de tous les Canadiens mes sincères condoléances à la famille royale. Cette fin de semaine, je vais me rendre à Londres avec des anciens premiers ministres et gouverneurs généraux
pour assister aux funérailles d'État de Sa Majesté qui auront lieu lundi. Ce même jour, pour marquer son décès, le Canada observera un jour de deuil national et organisera une cérémonie commémorative. J'espère que lundi prochain, les Canadiens d'un océan à l'autre pourront prendre quelques instants pour réfléchir à l'héritage incomparable de Sa Majesté et à ce qu'elle représentait de mieux. Mr. Speaker. Monsieur le Président, la reine Élisabeth a honoré ses devoirs, a servi son peuple jusqu'à la fin, présente pour nous tous jusqu'à ses derniers instants. Elle va nous manquer énormément. Mais je sais, nous savons tous, que notre nouveau souverain, Sa Majesté le roi Charles III, défendra ces mêmes valeurs dont nous parlons aujourd'hui. Il poursuivra son héritage. Longue vie au roi. The Honourable Leader of the official... L'honorable chef de l'opposition. La Chambre des communes réfléchit à la vie exceptionnelle de la Majesté Élisabeth II, la Reine du Canada, notre reine. Pendant environ 70 ans, elle a été notre chef d'État, mais également une servante du peuple canadien. Elle était un modèle pour tous ceux et celles qui assument des responsabilités du service public. Her sense of duty reminded us. Son sens du devoir nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, gouverner, cela n'a rien de glamour. Ça veut dire qu'on doit mettre de côté certains éléments et qu'on doit foncer. Son humilité nous rappelle que le gouvernement, ça consiste à servir. Nous sommes des servants et non pas des maîtres. La reine a une place spéciale dans notre cœur et nous sommes également présents dans son cœur. Elle est venue au Canada le plus souvent par rapport aux autres pays du Commonwealth. Tout d'abord à titre de princesse Élisabeth en 1951 et lors de ce voyage, elle a dit ceci. Le moment où j'ai mis les pieds en sol canadien, je me suis sentie non seulement chez des amis, mais aussi chez des compatriotes. Elle est revenue plus de 20 fois au Canada et elle a participé à bon nombre d'occasions importantes. Par exemple, en 1959 ou aussi en 1967, l'exposition, les Olympiques et le rapatriement de la Constitution en 1982. Réfléchissons à la vie de Sa Majesté et au service de Sa Majesté. Lorsqu'elle est venue au Canada en 1951, la princesse Élisabeth a planté un chêne à Vancouver. Et 71 ans plus tard, ce chêne a grandi et son feuillage permet de jeter de l'ombre et de protéger du soleil à Vancouver. Ce chêne a depuis longtemps été un symbole de la monarchie constitutionnelle que nous suivons en cette enceinte. En réfléchissant à la Révolution française, un auteur a dit que les Britanniques peuvent profiter de la vie comme c'est possible pour ceux qui seulement peuvent jouir de la liberté. Et il y a eu une guerre civile qui a fait en sorte que le Parlement est devenu suprême quelques années plus tard et des institutions ont été établies. Il y a des
voix qui pensaient qu'il était temps de mettre de côté la monarchie. Mais Burke a compris que la clé de la stabilité et de la liberté civile ne consistait pas à mettre de côté la couronne, mais à la libérer de la politique. Donc, nous sommes entrés dans une époque où il y a eu un compromis entre la couronne et les communes, un compromis qui a été solidifié grâce à des conflits, mais aussi à une révolution pacifique. Le symbole de la couronne, c'est fonctionnel également, car le fait qu'il y ait une séparation fait en sorte qu'on ne menace pas l'ordre constitutionnel qui prévaut. Les politiciens viennent et partent, mais la couronne demeure. Le système organisationnel est simple, c'est-à-dire que la couronne a le pouvoir, mais ce sont les communes qui l'exercent. Mais d'où cela vient-il? Eh bien, c'est aussi vieux que la Magna Carta. En 1215, les barons se sont rencontrés dans un champ à l'extérieur de Londres. Ils étaient fâchés et ils ont rencontré le roi. Ils étaient frustrés par des excès arbitraires et le fait qu'il y avait des abus de pouvoir de la part de la couronne. Ils ont forcé le roi John à signer la Magna Carta qui a établi les libertés qui doivent être respectées par la couronne depuis. Ce document a établi que la liberté a été enchâssée dans la loi. Par la suite, au fil des siècles, ce principe a été accru pour donner aux citoyens, non seulement du Royaume-Uni, cette liberté, mais aussi pour tous les pays qui ont hérité du système britannique. Ce document a plus de 1000 ans, mais a presque 1000 ans, mais il continue d'exercer une influence. Voilà pourquoi la préservation de cette liberté de système, c'est un cadeau que nous devons chérir, nous et les générations à venir. Il s'agit donc d'un partenariat entre ceux qui ont vécu, ceux qui ont mort et ceux qui ne sont pas encore nés. Nous sommes la génération vivante et nous avons le devoir de passer cet héritage à nos successeurs, comme Diefenbaker l'a dit. C'est donc un héritage dont jouissent tous les Canadiens. Moi-même, je ne suis pas de descendance britannique, mais j'honore cette tradition et ces libertés, tout comme notre tout premier ministre franco-canadien, Laurier, l'a dit il y a plus de 100 ans. En 1897, Laurier a fait remarquer, au nom de tous les Canadiens français, qu'il avait une fidélité à l'Angleterre et en France, en disant « Nous sommes fidèles à la grande nation qui nous a donné la vie, ainsi qu'à celle qui nous a donné la liberté. » Explain this to a French. Il faut expliquer au public francophone que nous sommes ravis du pays qui nous a donné la vie, mais aussi du pays qui nous a donné la liberté. Il y a eu une cérémonie qui a eu lieu où la reine a déclaré ceci. Le génie du fédéralisme canadien réside dans notre capacité de surmonter nos différences et de faire des compromis. Et c'est reflété dans la volonté de tous les Canadiens ordinaires, qu'ils soient francophones ou anglophones, de tous les horizons. Ils respectent les droits des autres et ils aménagent des conditions ensemble pour en arriver à une prospérité en toute liberté. Officiel en tant que roi, le roi Charles III, a déclaré qu'il avait été élevé dans le plus grand respect des précieuses traditions, libertés et responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement parlementaire. Donc, je félicite le nouveau roi de ses responsabilités et j'ai hâte de servir ici au Canada les peuples canadiens lorsqu'il est en train de faire exactement la même chose. Et donc, c'est avec un cœur lourd, mais une grande gratitude et une confiance en l'avenir que je tiens à dire ceci. Que Dieu protège la reine Élisabeth II et que Dieu protège le roi. Merci.
L'honorable député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord d'exprimer en toute simplicité les condoléances du Bloc québécois, ses élus, membres et employés à l'endroit de quiconque vit un deuil suite au décès de la reine Élisabeth II. Ce n'est pas un geste que nous posons, nous, nationalistes et souverainistes, sans de longues délibérations entre nous. Les sensibilités de chacun méritent une attention en regard de l'histoire. En effet, la relation historique entre la couronne d'Angleterre et la nation québécoise est parsemée de moments dramatiques, cruels parfois. L'histoire et les valeurs nous séparent irrémédiablement. Mais le respect doit prévaloir. Nous avons ainsi le devoir de distinguer l'institution de la personne, la politique de la tristesse sincère. C'est donc sans arrière-pensée que nous adressons nos sympathies à ceux qui, au sein du peuple d'Angleterre, sont affligés par la peine. Vous comprendrez aussi que suite aux manifestations de sympathie des chefs, ici, en Chambre, et suite à la minute de silence convenue, les députés du Bloc québécois se retireront de cette enceinte, laissant les élus du Canada à leur manifestation. Par la suite, Monsieur le Président, je nous inviterai tous, bientôt, à une nécessaire réflexion. Dans l'intervalle, nos pensées sont avec les gens éplorés suite au départ d'une figure dominante des 3 derniers quarts de siècle. Merci. The honourable member for Burnaby South. Thank you, Mr. Speaker. Before I begin, I want to join with my colleagues in marking the tragic loss of life in Saskatchewan on the James Smith Cree Nation and in the town of Weldon. The sorrow and pain for the families who lost their loved ones to such unspeakable violence is beyond our understanding. We hold these families close in our hearts. Today, I want to join in marking the passing of Queen Elizabeth II and extend my condolences to the family. At the age of 21, she made the promise she would spend her whole life, whether it be long or short, fulfilling her duty. And for more than 70 years, she kept this promise. 2 days before she died, she met with the incoming British Prime Minister and invited her to form a government, ensuring that she fulfilled this final constitutional duty. Je souhaite commémorer le décès de la reine Elisabeth II et présenter mes condoléances à sa famille. À l'âge de 21 ans, elle a fait la promesse qu'elle passerait toute sa vie, qu'elle soit longue ou courte, à accomplir son devoir. Et pendant plus de 70 ans, elle a tenu cette promesse. 2 jours avant sa mort, elle a rencontré le nouveau Premier ministre britannique et l'a invité à former un gouvernement, s'assurant ainsi de remplir ce dernier devoir constitutionnel. Queen Elizabeth. La reine Élisabeth II a mené une vie remarquable qui a été marquée par l'histoire. Elle a connu des mutations immenses, mais elle a été un symbole de stabilité pour bon nombre de personnes. 96 ans, c'est une très longue vie. Et elle était née avant les communications de masse ou avant certains troubles entre les nations, avant la télévision, avant que l'Internet nous donne accès illimité à l'information. Elle a connu la guerre également. Durant la Deuxième Guerre mondiale, sa famille a juré de rester à Londres, mais sa sœur et elle sont allées à Windsor pour assurer leur sécurité. Elles ont alors fait un discours sur les ondes radio et elles se sont adressées aux autres enfants qui craignaient les bombardements.
Tout au cours de sa vie, la reine Élisabeth a eu recours à son influence pour offrir un réconfort en temps difficiles. Durant la pandémie, elle nous a rappelé que nous allions nous en sortir et que c'était douloureux, bien sûr, de ne pas pouvoir voir nos proches, mais elle voulait que les gens puissent ressentir de l'optimisme et de l'espoir. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a dit qu'on devrait tirer du réconfort de ce que nous pouvons quand nous le pouvons. Les jours meilleurs reviendront et, encore une fois, nous allons pouvoir revoir nos amis et nos familles. Nous nous rencontrerons en personne à nouveau. Elle est la seule reine que nous avons connue pour bon nombre. La fin d'une époque. Elle est la seule reine que nous ayons jamais connue. Elle aimait beaucoup le Canada et j'ai entendu plusieurs histoires de gens qui ont été très touchés par leur rencontre avec la reine. In the days since her death, Depuis son décès, j'ai entendu beaucoup de Canadiens qui ont raconté leur rencontre avec la reine lorsqu'elle est venue en visite. Il y en a beaucoup qui ont rencontré la reine et parfois il s'agissait de moments très brefs, mais elle a pris le temps de les écouter. Elle a prêté l'oreille à ce qu'ils avaient à dire, elle a écouté ce qu'ils racontaient sur leur vie et du fait qu'ils étaient ravis de la rencontrer. Elle avait le don de voir des gens parmi une foule de milliers et de se sentir vue pour la personne qui se faisait regarder. des instants pour féliciter le roi Charles III qui assume l'héritage de sa mère. Il doit faire le deuil de cette perte profonde sous les yeux du monde entier, tout en assurant d'être à la hauteur. J'espère qu'il relèvera le défi de la réconciliation que lui ont lancé les chefs des Premières Nations et la Commission de vérité et de réconciliation. I also want to spend Je tiens également à féliciter le roi Charles III qui assume l'héritage de sa mère. Il doit faire le deuil de cette perte profonde sous les yeux du monde entier, tout en s'assurant d'être à la hauteur de son devoir. J'espère qu'il sera à la hauteur du défi de la réconciliation que lui ont lancé les chefs des Premières Nations et la Commission de vérité et de réconciliation. Dans l'un des appels à l'action, on demande une proclamation de réconciliation et j'espère que le Premier ministre, lors de sa rencontre avec le nouveau roi, va rappeler cet appel à l'action et qu'il va miser sur le pouvoir du roi Charles III pour faire avancer l'objectif de la réconciliation. Il y a aussi beaucoup de pain sur la planche pour que la relation avec la couronne s'améliore, car il y a beaucoup de nations au monde qui ont été affligées par la couronne. Et il y a donc l'héritage colonial qui doit être pris en compte. Il y a donc une responsabilité de la part du nouveau roi de faire ce qu'il peut pour essayer de panser les plaies. Monsieur le Président, je tiens donc à réitérer mes sincères condoléances à la famille de la reine Élisabeth. Plus qu'une monarque, c'était une mère et une grand-mère. Et nous avons donc la plus grande sympathie pour une famille qui a perdu un pilier et réitérer mes condoléances à la famille de la reine Élisabeth II. Plus qu'une monarque, elle était une mère, une grande-mère et une arrière-grand-mère. C'est donc pour sa famille que nous devons éprouver la plus profonde sympathie. Ils ont perdu un pilier, un rappel de leur propre histoire et un exemple de vie bien vécue. Merci. Thank you.